Livre Atelier d'écriture, cycle été 2023, c'est la 9 bis. Donc vous savez que ce principe que tous les dimanches, on a une proposition qui est une exploration que j'essaye d'être un petit peu centrale, liée au vocabulaire général de la fiction. Et puis le mercredi, en contrepoint, on reprend ce qu'on vient juste d'explorer, mais on l'affine sur un point très précis, particulier. Et donc là, la 9, Stephen King, 22-11-63 en français, 63-11-22 je crois en américain. Donc je ne reviens pas sur la construction du livre. J'ai mis là en extrait une quinzaine de pages. On s'en est servi là dans la 9 avec ce défi, cet enjeu de dire dans l'enfance, dans tel moment de nos vies, restent comme ça des configurations de lieux, des coins de ville, des choses extrêmement fines, mais qui, parce qu'elles appartiennent à l'enfance, sont celles qui reviennent dans le rêve ou qui nous permettent de voyager dans la mémoire, tout simplement, et que dans ce travail-là d'identification de ces... ouais, moi je le vois pour moi, je vois tel coin de rue, je vois... En tout cas, c'est le rêve, la permanence ou la récurrence du rêve qui permet de rejoindre ces endroits. Si je prends ma bagnole, que je vais les voir, que je décide d'aller les photographier, ça va être difficile de retrouver ça. Par contre, cette sensation ou ces disproportions d'échelle aussi. Et le jeu, ce que j'ai proposé dans la 9, c'est que puisqu'on est dans la fiction, eh bien, utilisons un de ces lieux à nous et essayons de faire émerger ce lieu de là où on est de la fiction, parce que très probablement, il y est déjà obscurément. Très probablement, invisiblement, il fait déjà partie des strates souterraines qui font qu'on a besoin de s'expliquer fictionnellement avec cela qu'on est en train d'écrire. Et je vous avais dit, évidemment, ça sert à rien. Dans l'extrait que je vous ai mis là, de cette petite quinzaine de pages là, au tout début du livre de Stephen King, qui en fait 1000, prenez seulement la première moitié, et puis la deuxième, on va revenir la voir. Eh bien, allons-y. Alors, si vous avez cet extrait pas loin, vous savez que donc il y a ce qui était, nous, le 9. L'immeuble, le parking, l'usine. L'immeuble, c'est le souvenir autobiographique. Là, c'est remplacé puisque le narrateur est prof d'un truc qui correspondrait à nos collèges ou lycées. C'est la fin d'année, il corrige ses copies dans la salle des profs quand il reçoit un coup de fil. Il revient là sur ce parking où de temps en temps il va bouffer alors que ses collègues trouvent ce lieu pas très bien pour y aller. Et puis donc le tenancier qui est un type au bout de sa vie, et cette compression du temps là, va être essentielle pour obtenir, lui, cette illusion romanesque de la disjonction temporelle qu'il veut explorer. Le narrateur, dans ce mobil-home, au bout de cette toute petite réserve de l'épicerie, là, le gars où garde ses caisses, ses cartons, ses cajots, une espèce de vague linoléum gris, je continuerai de buter sur ce mot jusqu'au bout, et qui devient, quand on avance, une sorte de transgression, devient une sorte d'escalier, et évidemment, où il est ? Dans le réel, le même mobil-home, la même usine à côté, la voie ferrée qui s'éloigne, et il avance le long de la voie ferrée. Tout est normal, sauf que la voiture qui est garée là, c'est une voiture qu'on voit rarement, parce que c'est une voiture qui date de sa propre enfance. Premier signe, mais bon, tous les dimanches, dans nos provinces en tout cas, il y a des rassemblements de vieilles voitures. On ne trouve
pas ça incongru, et on ne trouve pas ça de la science-fiction pour autant. Et puis il va entrer dans une boutique, une épicerie, encore quelque chose, un endroit où on vend des cigarettes, où on vous sert à boire. Et là, va commencer un chapitre qui est, j'allais dire, de la dentelle. C'est-à-dire, c'est ça, là, moi, la proposition. On ne va pas copier Stephen King, mais s'il n'était pas là, dans ce moment de début de récit, ce moment si fragile de début de livre, quelque chose de totalement impalpable, les 950 pages qui suivent seraient foutues. Il s'agit de quoi ? On entre soi-même dans sa conscience du présent, dans un lieu où les signes, les affiches, les titres de journaux, mais aussi, par exemple, des pantalons en, je sais pas quoi, en viscose. Ouais, mais ça existait il y a 30 ans et ça n'existe plus maintenant. Ou bien, quelque chose qui est très sensible aussi, il y a les odeurs, on a travaillé là-dessus, mais vous savez, quand on écoute des films, nous, des années 60, ce plaisir qu'il y a à ces acteurs, parce que le français, même si c'est un film populaire, même si c'est des choses de télévision qu'on revient visiter, évidemment, idem chez Godard ou Truffaut ou Romer, la façon de prononcer la langue la plus quotidienne est différente. Et tout d'un coup, y compris aussi parce qu'il n'y a pas nos outils audiovisuels, il y a des instances de normalisation qui sont pas là, mais je pense que en permanence le prononcer, la phonologie, c'est une histoire aussi qui est plus difficile à restituer, mais pensez à ce CD proposé par Radio France avec des lectures de Tristan Tzara, d'André Breton, de Guillaume Apollinaire. Je crois que c'est un des premiers enregistrements qu'on a, Guillaume Apollinaire en 1913. Proust aurait pu enregistrer sa voix. C'est même encore plus fantastique que ça. Il est au courant des techniques, il a entendu des voix reproduites. Je crois que la première, je ne sais pas si c'est pas Renan, donc au moment où Edison vient voyager en France, où lui-même donne un morceau de voix, et ça, donc on est avant 1900, mais Proust, au moment de la mort de la mère, qu'est-ce que ce serait si je pouvais disposer d'une trace de la voix de ma mère. Mais il ne va pas jusqu'à s'enregistrer, lui, lisant un de ses textes. Par contre, Apollinaire, oui. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Alors évidemment, ça nous semble invraisemblable, alors qu'à Tristan Tzara, là, à la même époque, en 1920, lui parle un français très contemporain. Mais juste ce petit décalage que vous avez bien sûr dans l'oreille aussi, sur comment on prononçait et parlait dans les années 60. Et est-ce que c'est aujourd'hui la même chose ? Non. Eh bien, ces toutes petites nuances dans le prononcé font que le bonhomme qui est derrière la caisse au bistrot, il va un petit peu se moquer là, du narrateur qui demande quelque chose et qui est habillé pour lui de façon un tout petit peu bizarre. Mais c'est ça que je vous dis. Si on en faisait un gros truc, vous savez, il y avait des films là-dessus, je ne sais plus comment ça s'appelait, Le Visiteur, je n'ai jamais regardé ces machins-là, mais attention, je ne veux pas... Non. Qu'est-ce qui fait que ça marche ? Ben, ça fait justement l'impalpable, la dentelle, la finesse. C'est-à-dire ce narrateur au présent entre dans un lieu qu'il connaît par cœur, puisque le lieu continue d'exister là, dans son présent. Il y entre parce qu'il pense que ce lieu est celui de son présent. Mais il prend conscience, malgré tout le refus où il est. C'est là aussi le génie de Stephen King. Tu as besoin de faire exister fictionnellement la possibilité de se rendre dans un moment temporel différent, et tout le livre tient à ça. C'est le pacte avec le lecteur, mais le lecteur, il dira toujours tu me prends pour qui ? Donc il faut le faire exister. C'est ça le défi de la fiction. Donc le narrateur, lui, tout simplement, il est surpris de voir une vieille bagnole, il est surpris de voir des titres de journaux, mais qu'est-ce que ça fait là, puisque ce truc-là, c'était il y a longtemps. Et puis, petit à petit, dans la masse de ces décalages, mais de décalages qui chacun sont impalpables,
le verre qu'on tient en main, la boisson, le goût de la bière. Une suite de ces petites choses impalpables font que le narrateur reste dans son refus. Ça, c'est le génie de Stephen King aussi. Le narrateur dit « Oh merde alors, j'ai voyagé dans le temps, je suis là, dans le monde d'il y a 20 ans ou 30 ans. Non, 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 non. Je trouverai ça très bizarre, mais pas plus. » Et ces décalages temporels, vous les avez déjà dans Rabelais aussi. C'est pas, on n'est pas là en train d'inventer l'eau chaude ou tout ça. Stephen King pose son personnage dans un refus de considérer ce qui lui arrive. Par contre, quand il reprend de face, quand il se retrouve dans le mobil-home avec le vieux et son cancer du poumon, qui l'oblige à se mettre en face, à considérer en face ce qu'il vient de traverser, alors prend conscience de la fissure et tout simplement, il va pouvoir recommencer l'expérience, mais cette fois de façon volontaire. Alors où on va avec ça, nous ? Tout simplement, c'est tout. On reste dans ce que vous avez déjà écrit. Vous, l'auteur, allez vous promener en temps réel, au présent, dans ce que vous avez écrit. Alors peut-être que ce que vous avez écrit, c'est hier ou c'est demain. Peu m'importe. Il ne s'agit pas d'aller travailler dyschronie, uchronie, science-fiction. On est clair là-dessus. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est un travail de déplacement de conscience, de projection de conscience. Et ça, on ne l'a pas fait. Si c'est une expérience que vous racontez, qui a eu lieu il y a 10 ans, ça suffit. Le narrateur ou la narratrice, ou votre dispositif de narration, le dispositif de conscience narrative, va se déplacer là, dans l'univers fictionnel que vous avez créé. Et il y a forcément des décalages. Ces tout petits décalages de signes, de radio, de prononciation de voix, de goût, d'odeur, de perception de l'air, ou disjonction des objets. Ce n'est pas une question d'aller dans le passé. C'est peut-être strictement contemporain, mais si votre travail de conscience, lui, s'extériorise, qu'est-ce qui signe la temporalité précise, là, dans le texte que vous avez écrit et que vous explorez du point de vue de la conscience narrative. Qu'est-ce qui signe la temporalité ? Dans les goûts, dans les objets, dans les choses écrites, les panneaux, dans le sol, tout ce que vous voulez, les lumières. Donc ça peut être strictement sans distance temporelle. La question est celle d'une conscience narrative incarnée par un narrateur ou une narratrice, présent ou invisible, c'est pas la question, ou les perceptions d'un personnage même, mais on va se distancier aussi des personnages. Là. C'est pour ça que cette idée de conscience narrative, je ne sais pas si c'est des concepts que d'autres ont employés, peu m'importe. Voilà, je m'en tiens à cette idée de l'impalpable, de la dentelle de Stephen King. C'est-à-dire que son narrateur, c'est quoi ? C'est un prof, il sort de corriger ses copies, il se trouve là, dans le même lieu, et qui, pour Stephen King, pourquoi il le connaît ? Parce que c'est son paysage d'enfance, un parking, une usine, tiens, l'usine, et maintenant il y a du bruit, alors que je croyais qu'elle était arrêtée. Mais non, tu te dis pas, il se passe quoi, l'usine fonctionne, non ? Tu dis, tiens, c'est bizarre, l'usine a repris, je la croyais arrêtée. Et tu vois la vieille bagnole, tu dis, tiens... c'est marrant, une bagnole de collection qui est garée ici, on n'en voit plus beaucoup des comme ça. Et puis tu entres dans le bistrot et les gens sont surpris des vêtements que tu portes. Et toi, inversement, le goût de la bière ou ce qu'on entend à la radio et l'appareil de radio lui-même, tout d'un coup, sont autant de petits décalages. Donc lui,
installe l'ensemble de ces petits décalages parce que son narrateur n'en tire pas de conclusion quant à sa propre situation temporelle. Et nous, en tant que lecteurs, bon là, je vous raconte tout le dispositif, mais quand on ouvre le bouquin, justement, cette sensation-là de décalage d'enfance est telle et si prégnante qu'on ne l'interprète pas comme disjonction temporelle. On va la vivre, et ça c'est le coup de théâtre de Stephen King, quand le personnage s'en sera extrait et qu'il se l'appropriera volontairement pour faire une expérience d'essai et ensuite partir dans l'idée volontaire, toujours dans cette même compression de temps, là, des dernières heures de ce tenancier de mobil-home posé sur des parpaings avec la petite bouffe pour les ouvriers de l'usine. Quelque chose qui n'a pas changé, mais là justement, ça arrive à son terme, ça meurt, et donc dans cette mission de est-ce qu'il est possible de changer le cours de l'histoire avec l'assassinat de Kennedy, et nous on sait bien que non, ça n'a pas marché. N'empêche que, voilà. Je reprends juste en une phrase. Installez-vous dans votre texte, mentalement. Vous avez construit des scènes, vous avez construit des personnages, construit des lieux. Eh bien, simplement, si ce truc-là, c'était il y a une semaine, si c'était il y a un mois, si c'était il y a 10 ans, cette espèce de conscience narrative, portée par narrateur ou narratrice. Mais si on n'a pas, c'est pas grave. Ça peut être une instance omnisciente ou une espèce d'objectivité textuelle. On a tout là. On est suffisamment nombreux pour que chacune et chacun ait inventé sa façon de raconter. Mais on entre soi-même, ou la conscience dont on est porteur, dans cet univers que vous venez d'écrire, et l'impalpable des signes, parce qu'ils sont là, dans un pays de fiction, et non pas dans votre temps au présent, on les écrit. C'est la 9 bis? C'est la 9 bis. C'est un peu dérangeant? J'espère que ça va l'être. On va chercher ce décalage, on va chercher cette rupture dans l'impalpable. Ce sera des signes, de la perception, de la sensation, de l'analyse. Ça va jusque dans les questions de sonorité ou de façon de prononcer des voix, ou l'attention à un calendrier des postes sur un mur, si on se souvient de Claude Simon. Mais il y a quelque chose à faire. On l'a pas fait. Il ne s'agit pas de science-fiction, d'Uchronie ou de Dyschronie ou tout ce que vous voulez, mais de littérature, parce que la littérature, c'est un travail sur le temps, dans le temps, et en Europe. 9 bis.